Bonjour tout le monde. Bon, bienvenue. Par ces deux. Alors, première chose par rapport à cette formation, j'allais dire des quelques préalables qui me semblent très importants en termes, j'allais dire, de posture quand on accompagne sur ce type de sujet. Il y a vraiment la notion de le passé, c'est le passé et c'est très bien comme ça. Je dis pas que c'est le genre de choses que je dis, que je nomme à ma clientèle, mais c'est vraiment moi la posture que j'ai. Quand on va travailler sur l'enfant le critique intérieur, ça veut dire qu'on va travailler, sur des blessures d'enfance, hein, notamment. Donc des choses qui peuvent être très lourdes, des choses qui peuvent être graves, tout aussi bien objectivement que subjectivement. Donc ça, on est bien d'accord là-dessus. Cela dit, moi, je vais vraiment toujours avoir en tête, en termes de posture, que tout ce qui a eu lieu, sert à quelque chose. Quand je dis que ça sert, ça aurait été sans doute mieux sans, hein, on est bien d'accord, hein, tant mieux si on n'a pas à vivre ce genre de truc parfois. Néanmoins, tout ce qui est arrivé à un moment donné, eh bien, d'une certaine façon, va nous apporter quelque chose, qui qu'on soit et quel que soit ce qu'on ait vécu. Donc même si c'est pas quelque chose que je nomme nécessairement, je suis pas là pour faire pour transmettre mes croyances à ma clientèle, hein, c'est pas ça. Mais en termes de posture, ça va permettre d'accueillir plus facilement ce qui va se présenter, y compris quand c'est très lourd. Je trouve que c'est vraiment, finalement des croyances qui sont aidantes. Moi, je choisis mes croyances, hein, à un moment donné, il y a vraiment ça. Et forcément, quand votre client est avec vous, vos croyances transpirent, en fait, même si c'est pas nommé, hein. C'est quelque chose qui se sent. Donc ça va permettre généralement plus facilement, en ayant cette posture-là, d'aider votre client à sortir d'une posture de victime qu'on peut avoir tendance, hein, tous à adopter, ce qui est bien normal d'ailleurs, et à prendre, j'allais dire, la responsabilité. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, le passé, on va pas le changer, hein. Le passé, c'est le passé, on va même pas y revenir. Vous allez voir qu'on va même pas y revenir sur ce passé. Néanmoins, certes, si on ne peut pas changer les événements, mais on peut changer la façon qu'on a de le vivre aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est ça qui va nous intéresser dans le travail qu'on va proposer à notre client. C'est, oui, on ne peut pas transformer ce qui m'est arrivé quand j'avais 5 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe, ce qui m'est arrivé tout au long de mon enfance. On ne peut pas transformer les parents qu'on a eus, on ne peut pas transformer, les événements qui se sont produits dans notre vie. Mais par contre, ce qu'on peut vraiment changer, c'est la façon qu'on a de vivre les choses aujourd'hui. Donc on va dire que notre posture, elle est vraiment là-dedans. Se dire: «OK, quel que soit ce qui se soit passé, que ce soit» alors là, c'est pareil, on va sortir de la question de c'est grave ou c'est pas grave, je veux dire de la question objective parce qu'en fait, l'objectivité n'a aucune importance là-dedans, d'accord? Hein, on va avoir des personnes qui ont vécu des choses extrêmement traumatiques et des personnes qui ont besoin de faire ce travail alors que dans leur histoire, quand on la regarde comme ça, bon, a priori, hein, ça casse pas 3 pattes à un canard. Sauf que ça, on n'a pas non plus à en juger, dans la mesure où les blessures, elles peuvent venir de choses graves comme de petites choses qui se sont répétées, plein de fois et qui sont venues blesser et marquer, lourdement. Donc heu, donc on va vraiment sortir de cette question-là de juger de ce qui a eu lieu, à la limite, on s'en fout, quoi. Enfin, oui, d'une certaine façon, ça n'a aucune importance, je dirais, dans l'accompagnement. Donc, la posture, ça va être vraiment ça. Je peux pas modifier mon passé, mais j'ai le pouvoir de modifier mon présent. Et d'une certaine façon, tout ce qu'on va faire là et la plupart de mes formations, de toute façon, c'est toujours ça qui m'anime, c'est permettre à la personne d'être dans son pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment reprendre la main, j'allais dire sur sa destinée au sens de, bah, oui, elle peut modifier sa psyché, guérir ses blessures et transformer son rapport au monde et aux autres d'une certaine façon et bien sûr à soi-même, pour permettre de vraiment, changer, sa vie en fait, hein, tout aussi simplement que ça, quoi. Donc ça, moi, il me semblait vraiment important de transmettre ça. Quelqu'un qui est vraiment uniquement dans une posture de victime, on va au moins l'amener à comprendre que, malgré tout, 2 personnes qui vivent des situations similaires, aussi dramatiques qu'elles soient, mais il y en a qui arrivent à se relever et d'autres qui ont plus de mal.
Donc on n'a pas non plus à condamner, hein, celui qui a plus de mal à se relever, c'est juste lui permettre de prendre conscience à quel point il a le pouvoir de transformer son regard sur les choses. Il a le pouvoir d'aller guérir ce qui a besoin d'être guéri et que si la personne attend que ça se fasse de l'extérieur, qu'il est dans une posture de victime et donc d'impuissance, il pourra attendre longtemps. Parce que personne ne viendra guérir à sa place ses propres blessures. Ni le compagnon, ni les enfants, ça ne marche pas comme ça, quoi. Ça ne fonctionne pas, ce truc-là. D'accord? Donc voilà, en termes de posture, moi, ça me semblait important à vous transmettre ces préalables-là. À la fois, ça me semble évident et en même temps, je pense que c'est important de l'avoir vraiment, vraiment en tête et de le nommer, quoi. Donc je disais tout à l'heure, on va s'abstenir j'allais dire de juger effectivement ce que les gens rapportent comme blessure, de savoir c'est grave, pas grave, on s'en fiche, l'important c'est ce que la personne ressent. Donc on va vraiment s'abstenir de juger et d'interpréter. On va aller largement au-delà de ça, c'est que dans ce travail qu'on va faire, vous allez voir que le travail de soin de l'enfant et du critique intérieur, c'est un travail purement symbolique. On ne fait pas de régression, on ne retourne pas dans le passé, on ne va pas aller faire ce genre de choses. Là, dans ce travail-là, on ne va pas aller chercher des informations d'une réalité. On va travailler de façon purement symbolique. Je vous invite à être extrêmement vigilant et à ne jamais interpréter les symboles qui se présentent. Ne tirez aucune conclusion d'une quelconque réalité à partir des symboles qu'apporte la personne. Je vais vraiment insister là-dessus. J'ai vu un nombre de personnes incroyables venir me voir en séance, arriver avec comme sujet « Bonjour, alors je viens vous voir parce que j'ai vu un énergéticien, un magnétiseur, un médium, je ne sais pas qui, et il m'a dit que il m'était arrivé un truc grave quand j'avais 5 ans. » Yes, super, génial. Et bien avec ça, la personne, elle peut tourner dans son bocal pendant 30 ans dessus. Ah merde, elle ne retrouve pas l'info. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Un truc grave, j'étais enfant. Est-ce que ce ne serait pas de la pédophilie? Mais alors du coup, est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est un instit? Merde, je ne trouve pas l'info. Les gens peuvent se prendre la tête avec ça pendant des années. Des années, des années. C'est un vrai poison, ce truc-là. Mais vraiment, hein. Les gens cherchent désespérément, alors que l'information ne vient pas d'eux. Ce n'est pas eux qui se disent « j'ai un doute, j'ai une sensation étrange ». Parce que ça, c'est autre chose. Cela dit, on n'ira pas plus chercher la vérité. Mais partir du sentiment de la personne, c'est une chose. Partir des dires d'un thérapeute, ça, je trouve que c'est gravissime en termes de ce qu'on peut se créer comme mot à partir de ça. Donc, ne rentrez jamais là-dedans. Vraiment, soyez super vigilants. Parfois, en séance, symboliquement, il va se passer des choses où forcément, ça peut évoquer ce genre de choses, enfin, ça ou autre chose, hein, mais évoquer des choses où on se dit « Oula il n'y a rien à en dire, aucune conclusion à en tirer. On s'en fout, on bosse sur la symbolique. Ce que ça raconte, ça n'a aucune importance. » D'accord? Il faut bien comprendre que quand on parle de blessures d'enfance, en fait, ce qui va marquer les enfants, c'est ce qu'ils vivent au moment où ils le vivent. Donc, avec l'émotion du moment. Donc, l'émotion, elle peut être extrêmement intense sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce que nous, adultes, jugeons comme extrêmement intense et grave. Ce qui fait qu'on peut très vite donner une interprétation, recevoir une information d'une gravité absolue, alors qu'en fait, ça n'empêche que c'était grave pour l'enfant et ça nous intéresse, mais que objectivement, les faits n'ont rien à voir avec ce qu'on peut percevoir, nous, en tant qu'adultes. Hein, l'information, c'est de l'énergie. Et du coup, on peut très vite aller là-dessus. Freud, à l'époque, avait fait des tests là-dessus, puisque Freud avait une théorie... Enfin bon, on va se le dire tout de suite, je peux pas blairer Freud, je supporte pas, ça me rend dingue. Hein, on va pas, chacun pense qu'il veut, mais je peux pas, je peux pas. J'ai bossé à l'aide sociale à l'enfance pendant des années, les, les, les CMP, les CMPE, CMPP, tous freudiens,
Je peux plus. Hein, mais ce qui est quand même hyper intéressant dans la littérature de Freud, c'est qu'il a fait des expérimentations comme ça, hein, d'aller rechercher en régression, en hypnose, hein, puisque à la base il utilisait l'hypnose, les souvenirs enfouis, puisqu'il pensait que les problèmes des gens venaient éventuellement de difficultés de pédophilie, d'inceste. Il était très branché inceste quand même, enfin très branché cul de façon générale de toute façon, mais inceste en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en régression, 100% de ses clients retrouvaient des souvenirs d'inceste. Lui-même s'est dit quand même, c'était peut-être un peu foireux. Du coup, à partir de son truc foireux, il en a déduit Oedipe. Génial, bref. On va pas rentrer dans le débat, mais voilà. Hein, c'est comme ça que Oedipe est arrivé. Ah, mais alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Ils ont pas juste été, c'est pas qu'ils ont été violés, c'est qu'ils avaient le désir d'eux. Voilà, bon, très bien. Mais bon, ça, c'est vraiment dans la littérature. Ce qui fait qu'on sait qu'on peut très bien provoquer de faux souvenirs. Hein. Donc, on ne va pas du tout jouer là-dessus, ni à induire qu'il aurait pu se passer quelque chose, hein, parce que même quand un thérapeute ne nomme pas ce qui est arrivé de grave à tel âge, autant dire que le cerveau fait le reste. Hein. Il va trouver. Hein. Notre subconscient ne supporte pas le vide. Donc, à partir du moment où il y a une question en suspens, il va trouver des réponses. Vrai ou pas vrai, on ne le saura jamais. Il n'y a aucun moyen de déterminer si c'est vrai ou pas vrai. On ne peut pas le savoir. Hein, il n'y a aucune méthode qui permette de vraiment clarifier si effectivement c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. Donc, vigilance absolue là-dessus. On ne va pas rajouter une couche de difficulté à nos clients en faisant une interprétation foireuse de symboles qui se sont présentés. OK? Vraiment, hein, j'insiste, mais je vois les dégâts que ça crée et ça concerne un nombre vachement important de personnes. Enfin, moi, dans ma clientèle, j'ai été vraiment très impressionnée du nombre de personnes qui venaient avec ce genre de truc. On m'a dit que. OK? On en reparlera un peu plus tard. Je vous donnerai un exemple de situation où c'est quand même fou ce que le cerveau peut créer, quoi, à partir de là. D'accord? Donc, vigilance, vigilance sur l'interprétation des symboles. Et je vous dirais que, d'une certaine façon, on s'en fiche un peu de savoir si c'est vrai ou pas vrai. On va partir uniquement des difficultés aujourd'hui de notre client. Un exemple, j'ai une jeune femme qui est venue il y a quelques années me voir. Alors elle, pour le coup, c'était pas quelqu'un d'autre qui lui avait dit. Hein. Donc c'était différent. Il n'y avait pas le même. Elle tournait moins en boucle autour de ça, mais quand même, ça prenait de l'espace. Depuis le décès de sa mère, c'était arrivé là. Après le décès de sa mère, elle avait 35 ans, 35 ans, je pense, à peu près. Après le décès de sa maman, elle a commencé à faire. Il y a une image qui revenait un peu en boucle. Sa mère avait de nombreux amants. Et elle avait une image en boucle quand elle était toute petite d'un homme qui entre dans sa chambre en slip. Et cette image-là, elle ne l'avait pas avant le décès de sa mère. Et pour elle, c'était un ancien compagnon de sa mère qu'elle a eu pendant quelque temps. Et du coup, elle se posait la question, elle avait que l'entrée dans la chambre et la sensation de peur, mais pas la suite. Et elle se posait la question, elle est venue avec cette demande-là, de se dire, bah, moi j'ai besoin de savoir si bah, il y a eu quelque chose ou pas. Bah, en fait, moi je lui ai expliqué qu'on ne pourrait pas le savoir. Que si on allait chercher l'information, on allait forcément la trouver, mais que ça ne dirait pas plus si c'est vrai ou pas vrai. Est-ce qu'elle a eu juste peur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Toujours est-il que ce qui nous intéressait, c'était que cette jeune femme avait un rapport aux hommes et à la sexualité qui était vraiment pas cool, que sa propre mère avait été victime d'inceste, il y avait eu des viols répétés dans sa vie, et donc qu'il y avait des blessures par rapport à ça. Que la peur, le regard sur les hommes, etc., elle le portait quoi qu'il en soit, qu'il se soit passé quelque chose ou non. Donc, on s'est dit, à partir de là, on peut travailler. Et peu importe c'est vrai, c'est pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a travaillé l'enfant et le critique intérieur, cette question-là de savoir, ça avait plus beaucoup d'importance. En se disant, de toute façon, si ça a eu lieu, ça a déjà eu lieu. Et mon corps sait. Mon subconscient sait. Et si ça n'a pas eu lieu, bah, le fait que ça n'ait pas eu lieu ne changera rien au fait que ça n'a jamais eu lieu. Mais que la peur était là quand même. Donc, finalement, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc, le plus compliqué dans ces situations-là, c'est permettre à la personne de lâcher la question de j'ai besoin de savoir. Il faut que je sache. Bah, tu sais quoi, tu ne sauras pas, il va falloir accepter que tu ne sauras pas et ça n'a pas d'importance. OK?
Donc, comme je vous le disais, effectivement, on ne va pas faire de régression dans ce travail-là. On ne va pas aller chercher un souvenir, on ne va pas aller retourner voir l'enfant qu'on a été. On ne va pas, retourner à la naissance et puis dérouler le temps ou je ne sais pas, on ne va pas du tout faire ce type de travail. On va être vraiment sur un travail purement symbolique, autour de l'archétype de l'enfant intérieur et non pas de l'enfant que nous avons été ou que notre client a été. D'accord? Donc on ne retourne pas dans le passé, on ne va pas dans un souvenir. Vous allez voir que dans ce travail-là, ça va être vraiment un travail, où le client participe activement à la séance, hein, comme dans à peu près tout ce que je propose, donc une approche plutôt de l'hypnose, dite humaniste. Heu, donc le client participe pleinement au travail puisqu'il va parler et raconter ce qui se passe pour lui dans son imagination, puisqu'on va utiliser son imaginaire pour travailler. Ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de dissociation. Notre client, il est là, pleinement associé pendant le travail. Donc Isabelle, c'est ça qui va vraiment changer pour toi. Je te nomme toi, hein, juste parce que les autres filles ont déjà fait des formations avec moi, donc savent déjà comment ça marche, mais on va vraiment où ça va vraiment changer, c'est qu'on va pas créer cette dissociation. Ce qui fait que dans tout le langage qu'on va utiliser, ça va toujours être vos yeux, votre corps, vos paupières, vos mains, et cetera. On va toujours garder la personne avec nous. Il y a vraiment cette grande différence-là. On ne va pas l'envoyer balader pendant qu'on bosse avec son subconscient. On garde la personne vraiment avec nous tout du long du travail. Donc, on va utiliser l'imagination pleinement dans tout ce travail-là. Et du coup, on va utiliser vraiment, on va aller chercher toutes les ressources de créativité pour aller transformer ce qui a besoin d'être transformé. Du coup, moi, ça me paraît super intéressant en tant que thérapeute d'avoir travaillé son propre enfant intérieur, c'est de laisser émerger sa propre créativité. Parce qu'être un thérapeute, c'est pour moi être un c'est un art on est un on nous sommes des artistes d'une certaine façon, au sens où, on est dans de la création, permanente en fait, hein, même si elle n'est pas avec nos mains. C'est vraiment, ça reste de la création et plus vous, votre enfant intérieur sera bien, plus vous trouverez facilement les ressources pour accompagner l'autre et a fortiori dans ce travail sur l'enfant intérieur, où c'est bien souvent, du lourd quand même, enfin je veux dire, c'est des sujets sensibles. Accompagner l'autre, moi je sais qu'à chaque fois ça me demande d'aller, chercher ma petite fille, quoi. Je veux dire, c'est elle qui est aux commandes quand j'accompagne. Il y a quand même ce truc de: «Yes! Ah, un nouveau copain avec qui jouer. Youpi!» Et donc faire votre propre travail intérieur là, d'aller, prendre soin de votre enfant intérieur, ça va vous permettre aussi d'aller libérer cette créativité pour accompagner et quand je dis la créativité, c'est vraiment, on peut tout devient possible avec l'enfant intérieur guéri, quoi. C'est que d'une certaine façon, il y a plus de limite à l'imaginaire. Tout est possible et vous allez voir qu'on va avoir vraiment besoin de ça pour aller transformer. C'est d'aller vraiment chercher ce côté pétillant et joyeux parce que c'est ça qu'on va aller faire, c'est réveiller la joie et l'insouciance, quoi. Donc forcément, en tant qu'accompagnant, c'est vachement plus confortable quand nous-mêmes, on peut toucher du doigt facilement notre joie et notre insouciance, hein. Ça va faciliter grandement l'accompagnement, d'une part pour vous, en termes de confort d'accompagnement et du coup de gérer les moments, plus lourds et plus difficiles émotionnellement avec plus de détachement, mais aussi pour, aller trouver des ressources pour accompagner l'autre, quoi. D'accord? Donc heu donc pour moi, je trouve qu'accompagner l'enfant intérieur, c'est chouette quand notre propre enfant intérieur, il est déjà: «Youhou, c'est cool!» OK?